pourquoi je m'affiche ça? Mais parce qu'on n'arrête pas de me réclamer sur YouTube la deuxième partie de ce docu. On n'arrête pas de me la réclamer, j'en ai marre au bout d'un moment, donc faisons-le. Mais là, j'en ai déjà marre. Hello, ce que vous vous apprêtez à voir est une rediffusion d'un live Twitch. Pour des raisons de droit d'auteur, certains passages ont été modifiés. Merci de votre compréhension. Pour soutenir mes crises de nerfs et m'encourager à continuer, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Installez-vous confortablement devant votre écran, je fournis le sel. Bonne vidéo. Attachez vos ceintures. Donc là, ce soir, j'avais pour objectif de finir un documentaire science grand format de 2018 qui s'appelle La vérité sur le T-Rex. Donc vous avez déjà le premier best-of qui est sorti sur ma chaîne il y a fort longtemps. Malheureusement, j'avais enregistré déjà la deuxième partie, j'avais même quasiment fini le montage et tout. Malheureusement, j'ai perdu toutes mes données, c'était pas l'an dernier, c'était il y a 2 ans peut-être, je ne sais plus. Et du coup, j'ai perdu cette fameuse deuxième partie. Je me suis dit, il faudrait que je refasse en live. La motivation me manquait, je vous le cache pas, parce que refaire tout le montage derrière à nouveau, ça me briserait un petit peu les gonades, pour rester poli. Mais il faut que je le fasse, parce que il faut achever les choses, et aller jusqu'au bout des choses. Donc, voilà, hein. Voilà, on enregistre à nouveau ce soir. C'est génial. J'adore ma vie. Et du coup, voilà, je sais plus quoi dire en fait. C'est surtout ça. Ah ouais, quand même. On était seulement à 20 minutes. Oh. Ok. Je vais souffrir, c'est cool. Voilà, donc là on en est à 21 minutes 37. Donc effectivement, on a 50 minutes 20 au total. C'est beaucoup. Notre équipe de chercheurs décide de poursuivre l'expérience avec un alligator. Et voilà. Fabian, prends le cri de l'alligator de Chine et descends-le de quelques octaves. 3 octaves plus bas, ça donne ça. Plus fort, s'il te plaît. Pousse le volume. Oui. Danger. Danger. C'est ça que ça veut dire le cri du croco? Tu penses? Waouh. Moi je connais le mot danger pour une poule, mais chacun son truc, hein. Écoute, chacun ses langues vivantes, j'ai envie de te dire, mais bon. Pour moi c'est un stégosaure un peu teubé qu'on entend là. J'avais fait ce cri là, si vous avez vu le live avec mes premières vidéos inédites, j'avais fait déjà un peu n'importe quoi avec un son d'une poule, et ça avait donné un meuglement genre... Bon, pour ma part, le T-Rex est bien une langue morte, hein. Quoique, changer la hauteur, puis la vitesse et l'amplification du son, ensuite normaliser, amplifier les basses, changer de nouveau la hauteur, fonder en fermeture, changer encore la hauteur et vous obtenez... Ouais, je suis pas convaincu. Ça donnait à peu près ça, hein. Allez, j'ai fait le cri du T-Rex avant le documentaire, voilà. Je peux mettre un copyright dessus, c'est bon. Ça fait 65 millions d'années. 66 Je vous ai pété les oreilles, je suis désolé. Que ce cri n'avait pas résonné sur Terre. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que... Ça fait 66 millions d'années que ce cri n'a pas résonné et retenti sur Terre. Ce cri n'a jamais retenti sur Terre, vous venez de l'inventer. Vous avez pris des animaux actuels, vous avez mixé les sons, vous avez fait n'importe quoi avec, et basta, vous avez fait un nouveau truc. Mais jamais ce cri n'a retenti sur Terre. Jamais. Jamais. Putain, je m'énerve déjà, mais c'est fou de me faire sortir de mes gonds. On vient juste de recommencer le docu, j'en ai déjà marre. Bois de l'eau, Faléo, bois de l'eau. Ça va mieux. Pourquoi je m'affiche ça? Mais parce qu'on n'arrête pas de me réclamer sur YouTube la deuxième partie de ce docu. On n'arrête pas de me la réclamer, j'en ai marre au bout d'un moment, donc faisons-le. Mais là, j'en ai déjà marre. C'est assez incroyable. C'est un pari, mais nous extrapolons à partir de données réelles. Non, tu extrapoles à partir de rien du tout. Putain, tu m'énerves. Est-ce qu'on peut foutre quelqu'un au goulag juste pour ça? Dans mon monde, oui. Ok? Bon.
Vous extrapolez à partir de rien, c'est même pas un pari. C'est genre, je fais ce que je veux avec les cris des animaux actuels et je les mixe et puis, wouh, danger. Mais c'est le son le plus terrifiant que j'ai jamais entendu, pas toi? Non. Le son le plus terrifiant que j'ai jamais entendu de ma vie, c'est Eric. Et tout le monde le sait dans le chat en plus, hein. Vous êtes les premiers à me troller quand vous mettez du Eric partout dans le chat. Vous êtes les premiers à le savoir que c'est le son qui me terrifie le plus. Je dirais plutôt que c'est le son le plus terrifiant que j'ai jamais ressenti. Là, on est vraiment dans le ressenti. En fait, c'est pas de la science. La science ne fait pas dans le ressenti. Voilà. Là, on voit à quel point on n'est plus dans le domaine de la science. On est dans le domaine du ressenti, de la subjectivité. Et la science n'est pas subjective. La science est objective. Voilà. Donc, dans un documentaire qui prône la vérité sûre, avec cette phrase-là, ça résume tout. Voilà. Mais comment attrapait-il ses proies? Avec un filet à papillon. Ah bah, je peux inventer n'importe quoi, je suis scientifique, j'ai un diplôme, je peux dire n'importe quoi, hein? Avec un filet à papillon. Je vous jure, c'est ça. Allez. On parie? C'est un pari, de toute façon. Hein? Mais le roi des dinosaures avait-il réellement une posture aussi majestueuse? Alors, c'est un petit peu dommage parce que vous gâchez un petit peu le truc. Ça aurait dû être présent au début du documentaire parce que vous avez montré les squelettes de tyrannosaures, de Tristan notamment, depuis le début du documentaire. Donc en fait, c'est un peu dommage parce que ça fait 24 minutes de documentaire, 25 bientôt. On a déjà vu la posture du T-Rex, donc pour nous, c'est déjà acquis dans le documentaire. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Dans le parc d'État de Dinosaur Valley au Texas, Glenn Cuban examine des empreintes de dinosaures qui ressemblent beaucoup à celles du tyrannosaure. Mais qui ne sont pas du T-Rex. Voilà. Ça, je pense que vous en avez entendu parler l'an dernier avec toutes les sécheresses qu'il y a eu, etc. C'est une des plus longues pistes de dinosaures du monde qui a été retrouvée là, donc Dinosaur Valley, qui ont été attribuées à je sais plus quel dinosaure. Je sais plus si c'est Acrocanthosaure ou... Je sais plus, mais je pense que vous en avez entendu parler de ce truc-là. Alors, encore une fois, on peut pas attribuer une empreinte à un dinosaure, à une espèce de dinosaure qui a été validée avec des fossiles, avec des squelettes, notamment. Par exemple, Acrocanthosaure, on a retrouvé des squelettes. Donc on sait, on a défini Acrocanthosaurus à partir des squelettes. On a des caractères vis-à-vis de ça. Maintenant, attribuer une empreinte vide comme ça, c'est compliqué. Et donc on peut pas attribuer Acrocanthosaurus à ses empreintes, sauf si on avait le cadavre au bout de ses empreintes. Voilà. Si on avait le squelette au bout de cette piste, là vous pouvez dire ces empreintes correspondent effectivement à Acrocanthosaurus, Atokensis, même dit le Geekosaure. Donc une empreinte en fait, elle va avoir sa propre nomenclature. Elle fait partie d'une catégorie de fossiles un peu spéciale qu'on appelle les ichnofossiles, qui sont des traces indirectes d'animaux, de plantes ou quoi que ce soit d'autre. Et justement, le petit coprolite que vous avez là, on ne peut pas l'attribuer à une espèce en particulier, du coup je vais y donner un nom spécifique, propre à ce fossile-là. Voilà, à cette forme, je vais donner des caractéristiques, je vais donner les dimensions, je vais donner plein de trucs. Bref, en gros, vraiment, je ne peux pas attribuer une empreinte à une espèce qui est déjà valide, donc Acrocanthosaurus. Par contre, vu que cette empreinte présente des caractéristiques uniques, je peux définir une ichno-espèce, ichno-genre à cette empreinte. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc là, on n'est pas sur du T-Rex, retenez-le, on est sur un autre dinosaure, plus petit. Il y a 112 millions d'années, ce n'était pas le lit d'une rivière, mais un gigantesque banc de vases. Donc là, 112 millions d'années, effectivement, on est à la fin du Crétacé inférieur. Donc, le T-Rex, c'est fin Crétacé supérieur. Donc on a quand même pas loin de 40-50 millions d'années entre les deux. C'est quand même pas rien. Voilà. Les empreintes sont incroyablement bien conservées. Et c'est vrai que c'est une chance. C'est l'absence totale de traces de queue. Vous voyez ? Titre. Mais aucune trace de queue nulle part, ni ici, Titre. ni dans le reste du parc. Je peux donc affirmer que leur queue ne traînait pas par terre. Titre. Les empreintes prouvent que les dinosaures de type tyrannosaure maintenaient leur queue en l'air. Titre.
arrêtez. Arrêtez, stop. Encore une comme ça et c'est bon. Je crois que je serai irrécupérable. Avançaient penchés vers l'avant, leur longue queue contrebalançant le poids de leur énorme tête. Pardon. C'est pour ça que j'essaye de dire à chaque fois dans mes vidéos appendice caudal, parce que c'est moins compréhensible, mais au moins tu fais pas de titre avec. Ces empreintes vieilles de 65 millions d'années recèlent des... Bah voilà, une erreur dans le docu. Le mec il a dit 112 millions d'années, il a dit 65, 66 du coup. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai même pas envie de m'énerver là en fait, j'ai envie de claquer des gens, c'est juste ça, sortir dans la rue puis faire hey, bonjour, clac, allez hop. Voici donc probablement comment le tyrannosaure se déplaçait. Alors ouais, non, en fait, non. Hein. Le tyrannosaure par exemple, il a pas le gros bréchet à l'avant qui joue un rôle majeur dans l'équilibre de l'animal. Donc en fait, voilà, je sais pas ce que vaut cette étude qui a été faite par des chercheurs au Chili, mais à mon avis ça vaut pas grand chose non plus. On est dans un documentaire, on n'a pas le temps de développer, hein, voilà. Mais dites pas que c'est comme ça qu'il marchait, c'est pas vrai. Voilà, on n'en sait rien, hein. Encore une fois, hypothèse, et c'est tout. Nous pouvons observer cette autruche, voir comment elle se déplace et transposer toutes ces données sur le T-Rex grâce à la modélisation informatique. Vraie question, est-ce qu'un Tyrannosaurus Rex, c'est la même chose qu'une autruche? Spoiler, non. Encore une fois, on est sur un animal qui est complètement différent, qui a évolué de manière complètement différente par rapport au T-Rex. On a le cou qui est bien redressé, tout fin, une petite tête. On a un énorme gésier à l'avant et pas grand chose à l'arrière. Au bout d'un moment, c'est pas la même chose. Donc ça va vous donner une idée, peut-être une hypothèse, peut-être une piste, mais ça va pas répondre à la question. Voilà. Tristan prend peu à peu forme sous nos yeux. Nous l'avons remplumé, nous lui avons rendu sa voix et sa vitesse de croisière. À présent... Remplumé, ouais non mais ils vont y mettre des plumes dans peu de temps, je vais certainement décobiller devant vous, mais c'est pas grave. Le tyrannosaure était peut-être lui aussi haut en couleur. J'ai vomi. Ah! Mais c'est dégueu ça! Pourquoi ils ont fait ça? Cependant, la plupart des prédateurs optent pour une tenue de camouflage. Merci la voix off, t'es plus compétente qu'un mec qu'on interroge dans le film. C'est super. Malheureusement, ce ne sont que des spéculations. Ce qu'on appelle classiquement de la branlette intellectuelle. Mais ça dure depuis... La branlette intellectuelle, elle dure depuis 33 minutes, donc ça va. On le sait que vous êtes dans la spéculation depuis le début. De lointains cousins du tyrannosaure qui pourraient fournir la palette de couleurs recherchée. Alors, ça va être Les surtout l'autre. rapaces. Voilà, par exemple là, celui qui est à droite, le blanc comme ça en dessous et le noir au-dessus, encore une fois, c'est une caractéristique propre à cet oiseau-là. Si on regarde par en dessous, le blanc va avoir tendance à réfléchir un peu plus à la lumière, donc l'ombre que produit l'animal lorsqu'il vole et qu'il chasse va s'estomper un peu. C'est le même principe avec les requins d'ailleurs. Et le dessus, le noir justement, va avoir tendance à se confondre avec le paysage qu'il y a en dessous. Donc on le voit pas par en dessous non plus. Par au-dessus, je veux dire. Donc au bout d'un moment, voilà, il y a toute une raison du pourquoi, de comment, des couleurs, etc. L'autre à côté, je sais pas quel est cet animal, mais peut-être qu'il est plus chasseur de forêt, lui en l'occurrence. Vu les rayures qu'il a sur le corps, ça imite un peu les ombres que pourrait faire sur un tronc ou ce genre de choses, dans les bouleaux ou ce genre de choses, les boulerais pardon qu'on appelle ça. Mais l'autre en l'occurrence, je pense plus que c'est un chasseur d'altitude ou ce genre de choses quoi. Camouflage dichromatique, voilà, tout simplement. Voilà, pas toutes les espèces de requins, mais la plupart d'entre eux, ouais, effectivement, sont dans ce style-là, avec un corps qui est clair, enfin un ventre qui est plutôt clair, et le dessus qui est plutôt sombre. C'est effectivement une adaptation liée à tout ce qui est lié à la lumière, etc. Ce que je peux affirmer à l'heure qu'il est, c'est que les oiseaux carnivores, qui ont un comportement similaire à celui du T-Rex, C'est-à-dire, quel comportement a un T-Rex? Ça, on le sait pas.
et tu veux faire un parallèle avec une espèce de rapace qui a un comportement similaire à un comportement qu'on ne connaît pas finalement. Encore une fois, là on est plus dans la science, on est vraiment dans la spéculation et la subjectivité. C'est tout. En observant le crâne, nous distinguons des parties rugueuses, sans doute associées à des zones de chair protubérantes et probablement colorées à des fins de parade nuptiale. Probablement pas. Enfin, encore une fois, vous apportez aucune source, aucune preuve derrière tangible. Vous êtes que dans de la subjectivité. Vous êtes en train de voir ce que ça peut donner, mais finalement, vous pourrez jamais le valider. Donc c'est pour ça que parler de grosses spéculations comme ça dans un documentaire qui se prétend dire la vérité, c'est hyper risqué auprès du public. Utilisait ces marqueurs sociaux pour interagir avec les autres membres de son espèce. Source? Non mais allons-y, source. Je crois même que la vie en groupe de tyrannosaures n'a pas encore été prouvée. On a son cousin du Canada, Albertosaurus, qui lui s'est plus ou moins prouvé. Hein. Notez bien le plus ou moins. Voilà. On a retrouvé plusieurs Albertosaurus ensemble morts dans un même gisement. On suppose fortement qu'ils devaient vivre ensemble. Mais encore une fois, c'est une supposition. Donc ça veut dire qu'il y a une probabilité d'erreur. Pour le T-Rex, on n'a aucune preuve de ça. J'avoue, le rendu est plutôt bien. C'est vrai. Faut l'avouer, le rendu est bien. Un magnifique plumage. J'ai vomi. Ouh. Oh. Oh mon dieu, j'ai envie de mourir. Allez, un petit... C'est nul! Oh, puis ils ont rajouté la poule derrière pour faire un effet comique. Non mais sérieusement. Putain, les mecs quoi. Les plumes sont d'ailleurs une évolution des écailles des reptiles. Ça, c'est vrai. Autant souligner un truc qui est vrai dans le documentaire. Voilà. Les plumes sont des écailles dérivées. C'est des écailles qui ont changé. Voilà. Évolué, entre guillemets. L'étude des autres lézards tyrans montre que le T-Rex avait des plumes modifiées. Non. Non. Les tyrannosauroïdés basaux, les petits en l'occurrence, donc Q-Tyrannus, vous avez cité. On a aussi Quanlong, Dailong, il me semble aussi, qui font partie de ce groupe-là, avaient des plumes plutôt filamenteuses, donc plutôt stade 1. Mais ce sont des animaux qui sont petits, qui vivaient dans un environnement qui est bien spécifique et apparemment un peu plus froid que l'environnement dans lequel vivait Tyrannosaurus Rex. Donc, est-ce que Tyrannosaurus Rex avait des plumes? Non. A priori, non. Là, en fait, ils utilisent un argument que beaucoup de chercheurs aiment employer, c'est les proximités phylogénétiques. En gros, le T-Rex est dans le même groupe que d'autres bestioles des tyrannosauroïdés qui ont des plumes, donc T-Rex avait des plumes aussi. Voilà, ils utilisent cet argument pour dire T-Rex avait des plumes. Sauf qu'on le sait maintenant, que les plumes, c'est largement plus complexe comme histoire que une simple question de parenté. Apparemment, c'est apparu de manière indépendante dans plusieurs lignées de dinosaures, et ça a même disparu dans certaines lignées où les plumes étaient initialement présentes. Donc on est peut-être dans ce cas-là ici. Donc il faut faire très attention à l'argument de proximité phylogénétique. Très attention. Et je pourrais vous montrer ça après, il n'y a pas de souci, mais il y a des articles qui sont sortis sur les empreintes de peau de T-Rex qui démontrent même plutôt une absence de plumes chez le tyrannosaure adulte. On est plutôt sur un modèle écailleux, grosse écaille même. Ce qu'ils appellent en anglais des scutes. Alors, je n'adhère pas pour le mot scutel en français, parce que scutel, c'est un oursin. Voilà. Il y a des sources comme quoi les bébés jeunes dinosaures de grande taille avaient un duvet qui perdait en grandissant. Et non, justement, on n'en a pas. On n'a pas de preuve de ça non plus. Les jeunes tyrannosaures, déjà, on n'en a pas. Le seul plus jeune qu'on ait, c'est entre guillemets Nanotyrannus, qui est potentiellement un jeune tyrannosaure, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'empreinte de peau ni quoi que ce soit, on n'a que le squelette. Donc on n'en a pas. Ici sous le bec, et aussi là, au-dessus de l'œil. Mais là, vous voyez, si je faisais une empreinte avec de la boue ou avec du plâtre, je retrouverais forcément une trace d'insertion de ces plumes-là sur la peau. Et là, en l'occurrence, les peaux de T-Rex ont été analysées très rigoureusement.
Et on n'a pas retrouvé de petites insertions comme ça. Donc au bout d'un moment, il faut se sortir les doigts du huc, hein, et de se dire, bah non, il n'y a pas de plume, quoi. Voilà. Tant pis pour le splendide plumage de Tristan. Splendide. Non mais quoi? C'est juste comme une grosse dinde. Ah là, on est sur une grosse dinde, là. Il avait plus probablement des poils épars sur la tête et le haut du dos. Des poils, ah oui. Des plumes fines à la limite, voilà. Donc effectivement, dans l'étude, il n'y a que 2 zones où on ne sait pas, c'est au niveau des avant-bras. Savoir est-ce qu'il avait des petits filaments au niveau de ces avant-bras-là. Il n'y a pas des grandes plumes, on n'a pas les traces sur les... je crois que c'est le Luna ou le Radius, je ne sais plus. Un des deux. Un des 2 os ici sur l'avant-bras. On est sûr qu'il n'y en avait pas. Ça, c'est quasiment sûr. Quasiment, c'est même sûr et certain. Et il y a des empreintes de nuque qu'on n'a pas non plus. Voilà, donc c'est préférentiellement dans ces 2 zones-là où vous verrez des plumes chez le T-Rex dans les reconstitutions actuelles. Mais l'hypothèse la plus parcimonieuse, selon moi, c'est de ne pas mettre de plumes du tout. Voilà. Pourquoi vous en metteriez seulement dans ces zones-là et pas ailleurs? Pourquoi l'évolution irait faire un truc pareil? Je ne sais pas. Mais là, en l'occurrence, pour moi... Voilà, mais c'est selon moi, hein. Il faut chercher la clé de son mode de vie du côté des Badlands de l'Alberta. Donc on va parler de qui? D'Albertosaurus. Donc le cousin du T-Rex du Canada. La découverte récente d'un gigantesque gisement d'ossements a bouleversé les idées préconçues. Phil Currie a exhumé les fossiles de 26 albertosaures. Ah, Currie. Phil Currie, c'est quand même un des grands noms de la paléontologie pour les dinosaures. Hein. Vraiment. Moi, j'ai téléchargé pas mal d'articles sur les oviraptors. Son nom revient très très souvent. Famille des tyrannosaures qui gisaient en groupe. Ce dépôt d'ossements indique clairement que ces tyrannosaures ont péri en même temps et qu'ils vivaient en groupe jusqu'au moment de leur mort. Donc ça, en l'occurrence, ça peut se prouver. Hein, quand vous avez une mort en masse d'un seul coup dans un truc comme ça, alors c'est soit un accident, une crue accidentelle, et ça a charrié pas mal de cadavres en même temps. Alors en général, c'est Ronan Alain qui expliquait ça la semaine dernière dans une conférence à Angers. Pour les ornithomimosaures à Angeac-Charente, ils ont retrouvé plein d'individus, 69 individus au total. Et en fait, ils se sont demandé si justement c'était lorsqu'ils ont traversé, par exemple, à l'image des gnous, des zèbres, une rivière où il y avait beaucoup de courant, ou est-ce que c'était vraiment une mort en masse d'un coup, d'un seul, d'une crue soudaine ou quoi que ce soit. Et en fait, quand vous avez une traversée, il disait en général, dans les comportements actuels, ce qui meurt en premier lors de ces traversées, c'est les vieux et c'est les très jeunes. Donc ça veut dire que normalement, ce qu'on devrait voir s'accumuler dans la zone en question, ça aurait dû être que des jeunes ou que des vieux. Et sauf que là, dans les populations qu'ils ont vues, ils ont vu la fameuse courbe de population classique, très peu de jeunes, beaucoup d'adultes, machin, et puis très peu de vieillards finalement. En fait, vous avez la courbe des âges classique que vous retrouvez quasiment partout, qui est scientifiquement avérée. Et là, en l'occurrence, vous avez ça parmi les ornithomimosaures d'Angeac-Charente. Donc, on sait pertinemment qu'il y a eu une mort en masse d'un seul coup, certainement due à une crue soudaine ou quoi que ce soit. Et là, en l'occurrence, pour les Albertosaurus, je connais pas le fond de l'histoire, mais si Philippe Currie parle de ce genre de choses, c'est certainement qu'il a fait une étude identique dessus, qu'il y a peut-être des jeunes, des super adultes et des adultes classiquement dedans. Voilà. S'il y a vraiment les trois, classiquement vous êtes dans une mort en masse accidentelle et que effectivement, du coup, ils vivaient en troupeau. Voilà. Enfin, en horde, tout ce que vous voulez. Ils vivaient organisés en groupes familiaux. Alors, Albertosaurus, c'est pas Tyrannosaurus Rex. Hein. Encore une fois, c'est pas parce que vous vous ressemblez que forcément vous allez avoir le même mode de vie, la même sociabilité. Vous regardez un lion, ça va être assez sociable, ça va vivre en horde, etc. En général, évidemment, parce qu'il y a des lions solitaires. Mais vous regardez le tigre, qui a à peu près la même stature que le lion, et lui va plutôt être solitaire. Donc, encore une fois, est-ce que tous les parallèles sont bons à faire? Non. Est-ce que pour autant c'est une vérité vraie? Non. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas prouver pour Tyrannosaure. Voilà.
Le plus petit animal avait environ 2 ans. Et le plus gros aux alentours de 24 ans. Donc là, en l'occurrence, effectivement, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. On a des petits, on a des super adultes, on a des adultes. Donc, effectivement, une mort soudaine en masse. Donc, effectivement, des animaux qui vivaient ensemble en même temps. Voilà, donc là, en l'occurrence, pour moi, c'est la meilleure intervention du documentaire. C'est Philippe Curie. Voilà, il n'y a pas mieux là pour l'instant. Mais nous sommes presque sûrs qu'ils vivaient ensemble. Même lui, il est très prudent dans ce qu'il dit, vous vous rendez compte? On est presque sûr qu'ils vivaient ensemble. Ça, c'est un bon paléontologue. Il reste prudent sur ce qu'il dit. C'est merveilleux. Ma vie est accomplie. C'est le cas aujourd'hui de nombreux prédateurs. Mais pas tous, Les encore une lions fois. vivent et chassent en groupe. Le tigre, non. Et ils prennent des arguments qui vont dans leur sens, c'est ça qui est dommage. Ce mode de vie permet à la troupe. En revanche, ces cicatrices prouvent que ces animaux avaient des contacts fréquents et réguliers, car elles sont très nombreuses. Ça peut être un argument de poids, effectivement, pour attester comme quoi le T-Rex vivait plutôt en société, il se croisait souvent. Pourquoi pas? Ça reste un argument assez faible, on va pas se mentir, parce que ça se trouve, ils se voyaient uniquement pour l'accouplement, et c'est tout. Ça, on n'en sait rien. Voilà, donc encore une fois, c'est un argument, mais très faible. Tant que nous savons que le tyrannosaure vivait en groupe comme le lion, ajoutons la touche finale à l'apparence de notre tyrannosaure. Oula, oula. Les combats avec ses pairs l'auraient couvert de cicatrices. D'accord. Et devant la nécessité de séduire son Iseult, Tristan aurait sans doute étoffé sa maigre toison. Ces poils devaient avoir une fonction quelconque. Arrêtez avec le mot poil. Poil, c'est vraiment un tégument propre aux mammifères, d'accord? Pour arrêter. C'est des plumes. Ça reste des plumes filamenteuses, si vous voulez dire le mot correct. Plumes filamenteuses, voilà. Mais ne dites pas poil. Regardez les animaux actuels. Les lions portent des crinières. Oui, parce que c'est un lion. Regarde un tigre, il porte pas de crinière. Regarde une panthère, elle ne porte pas de crinière. Au bout d'un moment, si tu compares avec d'autres trucs, ça ne marche plus ton argumentaire. Oh là là. Et nous savons que plus elle est grande, plus elle est sombre, et plus le mâle attire les femelles. Alors... Mais vous avez déjà mis un caractère sexuel sur votre T-Rex à la con, là. Vous avez déjà mis la couleur au-dessus des yeux. Comme quoi, c'était déjà un caractère sexuel. Si vous rajoutez une crinière en plus, ça n'a aucun sens. Un T-Rex à crinière me paraît tout à fait envisageable. Non, clairement pas. Tristan a retrouvé son allure d'antan. Non. Spoiler, non. C'est non. Non. Voilà. Vous pouvez pas dire que qu'il ressemblait exactement à ça, surtout avec les plumes là, les poils. Pardon, excusez-moi, parce que pour vous c'est les poils. Donc non. L'engouement planétaire pour cet animal est amplement mérité. Moi j'ai envie de dire qu'il est surcoté. Mais après, chacun son truc. Hein. Pour moi, le tyrannosaure est largement surcoté. Voilà. Et la plus célèbre d'entre elles a été à l'origine de la disparition des dinosaures. Bruh.